Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. C'est temps d'aller parler d'argent, d'aller parler d'applications, de développement de technologie. Et on va donc rejoindre le co-animateur du balado Prends pas ça pour du cash, Philippe Richard Bertrand. Bonjour, Philippe Richard. Salut, comment ça va? Ça va bien, et toi? Très bien. Pour moi, je regardais les notes de notre échange parce que tu as la gentillesse de me dire un peu de quoi on va parler. Puis hier, on n'a pas parlé de ta step, puis j'aurais aimé ça qu'on en parle. J'espère qu'on pourra le faire. Mais j'ai trop parlé. C'était trop long. Mais je vais te demander, tu me parles de Nuvei, Nuvei. Je ne sais pas comment le prononcer. Puis pour moi, c'est de la margarine. Non, mais Nuvei, entreprise technologique, c'est une énorme compagnie dont le siège social est à Montréal. Qui a été acquise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette société-là a été acquise par une autre société. C'est quand même une transaction qui avoisine les 6 milliards de dollars. Voyons. C'est pas une petite transaction. C'est une compagnie qui fait dans les paiements. Donc, c'est des systèmes de paiement. OK? Donc, du transactionnel. OK? C'est de la haute technologie, là, ce qui est très, très bon pour le Québec parce que c'est des emplois hautement qualifiés, hautement payés. L'entreprise avait un siège social à Montréal, va être achetée par une société étrangère. La grande question qui demeure, va-t-elle garder son siège social au Québec? Exact. La Caisse de dépôt était actionnaire. La Caisse de dépôt n'a pas trop joué la carte d'obliger l'acquéreur à garder le siège social au Québec. Tu l'évoques comme si elle aurait pu être un peu plus protectionniste. Elle a choisi de ne pas le faire. Oui, elle a choisi de ne pas le faire. C'est comme actionnaire, elle aurait pu mettre certaines conditions, mais je présume, là, je suis dans la présomption, là, mais je présume que la transaction est très bénéfique pour la Caisse. Dans d'autres mots, il y a une valorisation des actions, là, si tu veux, là, elle a dû payer les actions moins chères. Puis tout ce qui semble reposer, ce qui sort dans les médias, là, c'est que on a établi que le siège social va être où le président va travailler. Ce qui fait en sorte que le président actuel, OK, qui est au Québec, c'est pour ça que le siège social est au Québec et à Montréal, c'est que le président actuel, qui est un des fondateurs de la compagnie, là, donc je m'attends pas à ce qu'il parte demain matin, mais ce président-là... S'il choisissait un président qui habite à Hawaï, il se déplacerait à Hawaï. Oui, effectivement. Bon, je pense pas que la compagnie choisirait un président à Hawaï, mais tu sais, Toronto, tu sais, il faut pas se le cacher, là. Au Québec, on est la province en Amérique du Nord, ou l'équivalent d'un État, là, en Amérique du Nord qui paye le plus d'impôts. On est la province, tu sais, oui, il est bon de vivre au Québec, à Montréal, mais à quel coût? Tu sais, pour le président d'une entreprise, ce n'est pas payant d'habiter au Québec parce qu'il ne sera jamais assez malade pour couvrir les impôts qu'il aura payés. C'est un peu triste de le voir comme ça, mais je comprends ce que tu évoques. À chaque dollar qu'on paie en impôts, 54% s'en vont dans le système de la santé. Là. C'est énorme. Là. Effectivement. Mais dis-moi, tu as évoqué que la Caisse de dépôt ne s'opposerait pas à la transaction parce que c'est trop payant. Mais il faut se rappeler que la Caisse de dépôt, tout d'abord, c'est nos épargnes pour la retraite de tous les Québécois et Québécoises. Premièrement, donc il y a un rendement ici à vendre cette action-là, mais il peut y avoir un certain risque de perdre, de délocaliser un siège social, etc. Ça, je comprends mieux au niveau financier, mais juste au niveau de savoir, Nuvei, c'est une forme de paiement. Est-ce que c'est comme une organisation qui va, par exemple, offrir des services à PayPal, par exemple? En fait, ouais, c'est un peu différent. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des systèmes de paiement. Donc, c'est un PayPal. C'est l'équivalent de PayPal. C'est un concurrent de PayPal. C'est un concurrent de PayPal là, dans un vertical d'affaires qui est différent. Sauf qu'encore une fois, c'est un très, très grand succès. Là. C'est une superbe entreprise qui a été bâtie au Québec par des gestionnaires québécois qui, aujourd'hui, est un fleuron international. Là. Tu comprends que... Comment ça se fait que je connais pas ça? C'est inimaginable. Si c'est révolutionnaire et c'est important. Oui, la différence, souvent, ce qu'on entend, c'est, tu sais, toi et moi, même moi, là, c'est qu'on entend parler des entreprises que les consommateurs ont accès. Nuvei, ça fait pas de travail pour les consommateurs. C'est dans l'arrière-plan
d'entreprises qui font des transactions. C'est ça la seule différence. Et hier, on parlait des risques de vol d'identité de Desjardins et tout ça. C'est ça, quand tu dis à l'arrière, c'est à l'arrière de l'application, à l'arrière du écran de mon iPad où je dis, c'est donc simple de magasiner là, puis le paiement s'est fait tout seul. C'est parce qu'il y a des entreprises comme l'UVI qui facilitent la transaction. Exactement. Au même titre que quand tu achètes, des fois, tu vas utiliser PayPal. Des fois, tu vas avoir une transaction sur ta carte de crédit qui est marquée Stripe, qui est une autre entreprise. Okay. Eux, c'est des entreprises qui louent leur système de paiement à des commerçants. Bon, NUVI fait la même chose, mais pour des gros systèmes. T'sais, ils font pas les paiements de Sport-Expert. Puis là, en fait, tu comprends que je parle un peu à travers mon chapeau parce qu'on va peut-être apprendre qui s'occupe de Sport-Expert. Non, mais je comprends, mais c'est des exemples que tu donnes, bien sûr. Puis, mais est-ce que l'individu, les individus qui bâtissent des entreprises comme ça, on dirait qu'on n'a pas de moyen de les connaître. Il faut lire le magazine Les Affaires pour le savoir, j'imagine. Ben, c'est un peu ce qu'on essaie, veut pas, à Cube Radio. Apprends pas ça pour du cash. La balado que j'ai avec Francis Gosselin qui anime le 4-6 aussi à Cube. On essaie de faire sortir, puis on a plein de collègues aussi au Journal de Montréal qui font ça. Mais je pense qu'il faut apprendre à connaître ces sociétés-là. Faut en être fier parce que là, j'entends les gens dire « ça a été vendu à une société à l'étranger. » Ben, imagine si il était tellement florissant qu'il y a une entreprise étrangère qui a dit hey, « moi, je vais mettre la main dessus. » Moi, je trouve que c'est sûr que j'aime mieux quand c'est l'inverse, quand c'est une compagnie québécoise qui achète à l'étranger. Mm-hmm. Mais il faut quand même être fier quand un entrepreneur réussit à passer à la caisse. Moi, je suis un entrepreneur, puis je m'en cache pas. Mon entreprise, je veux qu'elle soit acquise dans les 5 prochaines années, là. Nous sommes à vendre. OK? C'est une question de valorisation. C'est dit en toute candeur. Non, mais honnêtement, là, ça, c'est méconnu des gens. Mais quand tu bâtis une entreprise, c'est pas éternel. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Moi, j'ai mis un sticker, excuse mon langage, j'ai mis un collant en disant en 2030, Philippe Bertrand, j'ai d'autres associés, là, mais Philippe Bertrand va vendre sa position dans l'entreprise pour aller faire autre chose. Et entre-temps, je vais créer de la valeur à mes actionnaires jusqu'en 2030. Donc, les gens chez NUVI, ils ont fait la même affaire. Le président, il a amené ça au maximum qu'il pouvait avec son argent. Il est allé chercher des investisseurs. Mais il a envie, lui aussi, de passer un peu à la caisse. Ben oui, bien sûr. Et aussi peut-être de voir ses idées, sa vision des choses se perpétuer avec des nouveaux joueurs. Ça me fait penser à Bombardier. Je veux dire, on a tous pleuré que C-Series, le projet C-Series a été vendu du côté de Airbus. Mais la réalité, c'est que Airbus avait toute l'infrastructure de vente, de marketing, de réseau, d'expertise dans les aéroports pour donner la vie la plus prolifique possible au génie québécois qui était dans cet avion-là. Oui, puis regarde ce qu'ils ont fait avec aujourd'hui. Tu sais, on a beau décrier cette vente-là, il se vend plus d'appareils que si Bombardier l'avait gardé, parce que Bombardier a une expertise extraordinaire dans les jets d'affaires, mais pas dans ce qu'on appelle les avions qui font du short stay. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. La seule chose qui m'inquiète, ça, c'est le petit bout nationaliste pour moi, c'est le siège social. Ben, je comprends. Tu as raison. Il faudrait trouver une façon de garder le siège social, mais tant que c'est le président actuel, il semblerait que les conditions de la transaction, c'est que ça reste à Montréal parce que le PDG est à Montréal. Envoyez vos CV, là. On a besoin d'autres présidents québécois. Puis, on parlait de Bombardier. J'aimerais ça qu'on se parle. C'est drôle, hein? Moi, il y a quelques années, je me disais que Boeing était une marque tellement forte en synonyme de sécurité, de performance, qu'il pourrait, par exemple, vendre des outils Boeing parce qu'on y croirait à la fiabilité. Et là, effectivement, Boeing est devant une commission du Sénat aujourd'hui. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un appareil qui a des problématiques. C'est le même appareil, c'est un type d'appareil, donc c'est un appareil, il y a un modèle particulier de cet appareil-là qui a eu des problèmes informatiques. Après ça, il y a eu des problèmes à la chaîne de montage. Malheureusement, Boeing a falsifié des documents. Boy.
OK? Ils ont falsifié des documents. Là, c'est devenu tellement une problématique que ce qu'on appelle la FAA aux États-Unis, donc la Federal Aviation Administration, a débarqué dans les usines d'assemblage de Boeing pour mettre des gens qui supervisent le montage des avions. C'est presque une tutelle à l'assemblage, ça? Oui. Oui, puis après ça, le FBI, donc le Bureau des enquêtes criminelles du FBI, quelle dégringolade, du Québec, du Canada, a aussi débarqué parce qu'on a réalisé qu'il y aurait eu des mensonges, il y aurait eu des pressions sur des employés pour dire non, l'aile en question est correcte. Puis là, l'ingénieur, il dit non, les boulons sont pas assez vissés. C'est pas grave. Imagine. Et là, tu comprends qu'il y a des gens qui sont morts. Tu sais, c'est pas petit, là. Ben non, bien honnêtement, sûr. moi, je prends l'avion, OK, assez souvent à titre personnel et professionnel, et je suis rendu que je n'aime pas cet appareil-là. Là. Tu sais, je peux décider de payer 40 ou 50 $ de plus pour changer d'appareil. Oui, pour changer, carrément de compagnie d'aviation. Ah, ouais, je comprends. Être dans cet appareil-là. Ah, je te comprends. Et c'est tellement paradoxal parce que s'il y a quelque chose que l'industrie de l'aviation avait réussi à bâtir, c'était cette notion de fiabilité. C'est quand même un miracle d'envoyer 400 personnes dans un avion à cette vitesse-là à travers les mers pour changer de continent. C'est exceptionnel. Mais ça se faisait en toute sécurité. Et si je me souviens bien, CAE, qui faisait les cabines de simulation, exactement, les simulateurs de vol, ils avaient évoqué à quel point l'industrie aéronautique avait ce triple safe attitude, c'est-à-dire d'avoir toujours 3 plans d'action. Et c'est pour ça qu'ils se déplaçaient vers la simulation pour le médical. Ils ont commencé à faire des projets pour développer pour les médecins, pour le personnel infirmier, comment se pratiquer sur des interventions médicales. Ils vantaient le mérite de l'industrie aérospatiale comme quelque chose qui avait démontré que ces 3 niveaux de prudence étaient garants d'à peu près tout. Et Boeing était certainement des icônes de ça aujourd'hui. Cette réputation-là est entachée de façon spectaculaire. Non, puis il y a eu un roulement de personnel. Bizarrement, il y a il y a eu un roulement de personnel important à la haute direction de Boeing. Il y a 2 lanceurs d'alerte, okay, des lanceurs d'alerte là, qui sont décédés subitement et bizarrement. Mais c'est un autre film, ça? Non, je te dis, il y en a un qui a un accident d'auto, faut le faire, là. Puis il y en a un autre qui a eu une crise cardiaque. Tu sais, honnêtement, là, on se croirait dans un roman d'espionnage de Tom Clancy. Mais là, le grand patron de Boeing est devant une commission du Sénat américain aujourd'hui. Ça sera pas chic, OK? Parce qu'encore une fois, c'est la sécurité de milliers, pour ne pas dire de millions de passagers à tous les jours qui est mise à risque parce qu'on a tourné les coins ronds, là. C'est carrément ça qui est arrivé, là. Outre les erreurs dans le système de navigation, ça, c'est une erreur informatique. Oui. On parle du stabilisateur d'aile arrière, là, hein, qui ne fonctionnait pas bien. Faisait décrocher l'avion, tu sais, c'est quand même... puis pour ton information, moi, je fais des cours de pilotage, puis un décrochage, c'est vraiment pas agréable, là, du tout, de toute façon. Donc, parce qu'il faut que tu récupères ton avion, c'est ça qui est incroyable. Tu récupères, mais là, le problème, c'est que le pilote automatique venait se battre avec le système de pilotage. Alors là, il faut que tu sois rapide pour comprendre ce qui se passe. Et là, les problèmes d'assemblage, donc on visse pas assez les boulons, là, c'est assez primaire. Oui, c'est assez primaire. Puis il y a aussi la porte qui s'est envolée. C'est-tu le même appareil, la porte qui est décollée? Le même appareil, ça, c'est un problème de vissage de boulons. Les boulons étaient pas assez serrés. Il faut le faire, là, tu sais. Vraiment. Bon, ben, on va surveiller ça, cette audience-là, parce qu'il y a comme une espèce d'orgueil américain là-dedans. On était si fiers de Bombardier puis de la C-Series. Imagine pour les Américains ce que représente Boeing. Philippe Richard, merci beaucoup. On ne peut pas laisser tomber Boeing. Ben non, voilà. Philippe Richard, Bertrand, merci beaucoup. On se parle demain. À demain.